Nous avons encore énormément de choses à faire dans la formation professionnelle, d'autant plus que c'est une partie de l'éducation nationale sur laquelle le président de la République porte une attention particulière. Le président de la République, vous l'avez bien su dans l'axe 2 de l'agenda national de transformation, porte tout son espoir sur la formation professionnelle. Voilà pourquoi nous nous battons pour effectivement que cette formation professionnelle-là soit mieux vue par les élèves du Sénégal, par les parents d'élèves d'abord, ensuite par les élèves, puisque nous voulons que cette formation professionnelle-là devienne le premier choix des élèves dès le collège. Et nous sommes en train de faire en sorte que justement les choses s'inversent et je crois bien que nous allons y parvenir compte tenu des efforts que nous avons déployés. Une surveillance très proche et rapprochée donc et apportée à l'organisation de ce bac sur tout le territoire national. Les rideaux sont tombés sur l'édition 2025 du concours national Miss Sciences et Mathématiques. Pour le ministre de l'Éducation nationale, cette compétition est outil de promotion des sciences chez les jeunes filles. Lorsqu'on voit l'excellence se conjuguer au féminin, on ne peut qu'être satisfait et rassuré. Parce qu'on voit aussi que ces jeunes filles qui excellaient dans le domaine des mathématiques, des sciences de façon générale, venaient de presque toutes les régions, de l'intérieur, de la banlieue, mais ça montre que nous sommes dans une république et que nous avons un système éducatif républicain et que les chances de succès sont possibles, ou en tout cas sont assurées à chaque élève, chaque enfant sénégalais. Beaucoup d'innovations sont en train d'être faites pour justement amener les jeunes filles à être donc au cœur de ce processus de transformation. Aïssata Kane, marraine de l'édition 2025, ancienne lauréate en 2011, estime que ce concours est une belle opportunité pour encourager davantage les filles à s'orienter vers les filières scientifiques. À ce jour encore, dans la plupart des filières scientifiques et technologiques, on note une prédominance des garçons. Selon les chiffres de l'UNESCO, les femmes représentent moins de 30% des chercheurs dans le monde et cette tendance se retrouve aussi au Sénégal où elles sont minoritaires dans les STEM, sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, dès le secondaire et encore plus à l'université. Ce déséquilibre n'a rien à voir avec un manque de capacité ou de talent. Il est plutôt le produit de facteurs sociaux, culturels et économiques qui influencent très tôt les choix d'orientation des filles. On peut citer les stéréotypes qui associent la science à la masculinité, un manque de modèles féminins visibles, des contextes familiaux où les longues études pour les filles ne sont pas toujours encouragées et des environnements éducatifs qui ne valorisent pas suffisamment l'ambition scientifique des jeunes filles. Awa Gueye et Aminata Niane, sacrées Miss Sciences et Miss Mathématiques de cette année, ne cachent pas leur choix. Elles invitent les filles à s'intéresser à la science. Bon, j'étais très contente et très fière car c'est le fruit d'un long sacrifice. Il n'y a pas de secret, il faut juste persévérer. L'effort fait l'effort, donc persévérer et un jour, Inch'Allah, vous verrez les résultats. Ouais, juste servir mon pays, surtout dans les domaines scientifiques. Je remercie mes parents. Je remercie mes parents et mes encadreurs parce que c'est grâce à eux que j'en suis là aujourd'hui. Le concours Miss Sciences et Mathématiques veut valoriser les talents féminins dans les domaines scientifiques, pousser ainsi les filles à s'intéresser davantage à cette discipline. Le ministère de l'Éducation nationale compte s'appuyer sur cette compétition pour promouvoir les séries scientifiques. Donc un tel système, une telle école
mérite un soutien constant du gouvernement. C'est pour ça que je n'ai pas hésité à venir présider la cérémonie pour leur montrer à travers 3 mots-clés que nous sommes fiers d'eux et que nous continuons à les soutenir. Le premier mot, c'est l'Afrique. La plupart des élèves qui y sont des Africains, même si ce sont des internationaux pour la plupart. Et ils ont dans leur curricula et dans leur façon de voir le monde, une façon d'enseigner et dans le contenu qui permettent à nos enfants, aux enfants inscrits dans cette école, de faire face aux défis du monde en tenant compte des préoccupations de l'Afrique. Donc l'Afrique d'abord, mais le monde aussi ensuite, parce qu'on a beau être fier d'être africain, mais il faut s'inscrire dans le monde. C'est ce que ENCO est en train de faire en étant une école où on dispense des formations bilingues. Cela veut dire que les enfants qui y sont prêts à aller à la conquête du monde, à être inscrits dans les meilleures universités du monde. Mais après, et c'est le troisième mot, il faut revenir, c'est l'avenir. Si on est formé en Afrique, suivant les standards internationaux, qu'on est allé dans le monde pour en tirer le meilleur, pour pouvoir être compétitif vis-à-vis de la France, vis-à-vis des États-Unis, vis-à-vis de la Suisse, vis-à-vis du Canada, la troisième et dernière étape, c'est de revenir sur place pour relever les défis de l'Afrique et ne pas être au service de l'extérieur éternellement. Et toutes ces qualités-là, tous ces sacerdoces, toutes ces ambitions se retrouvent dans ENCO. Et c'est pour ça que je dis que ENCO est parfaitement dans la ligne définie par l'État du Sénégal. Nous leur disons que nous serons toujours là pour les aider à grandir encore davantage pour la fierté de l'Afrique et pour la fierté du Sénégal. Dans un communiqué, la Société nationale de gestion du patrimoine du TER, SENTER et la SETER, son exploitant, ont dénoncé une série d'actes de sabotage survenus les 13 et 14 juin 2025 dans les emprises du train express régional. Des équipements essentiels à la gestion du trafic ferroviaire ont été endommagés, provoquant d'importants ralentissements et perturbations sur l'ensemble de la ligne. Dans un communiqué conjoint, les deux entités fustigent des actes inacceptables et dommageables aux lourdes conséquences financières et sociales, impactant directement les usagers et l'économie nationale. Le TER rappelle comme un patrimoine au service de tous les Sénégalais ne saurait être une cible de vandalisme. Des enquêtes sont en cours menées avec le concours de la Légion de la gendarmerie des transports ferroviaires pour identifier les auteurs de ces actes. La SENTER et la SETER réaffirment leur engagement à garantir la sécurité et la continuité du service pour tous les usagers. Les 37 milliards, en fait, ce sont les capitaux sous risque. C'est les capitaux qui sont garantis par la SONAC et qui sont constitués des avances de démarrage à hauteur de 20% du marché, donc de 18 milliards 366 000, et une autre avance de démarrage des dépenses en cours qui est de 18 milliards 394, soit au total à peu près 37 milliards. Mais la prime concernant les capitaux est de l'ordre de 947 millions. Donc il y a une différence entre les capitaux qui sont garantis par la SONAC et la prime qui est payée pour avoir la protection de ces capitaux-là. Donc ce sont les capitaux qui sont à 37 milliards, effectivement, mais la prime payée pour cela est de 947 346 633 francs CFA. Il faut expliquer que pour les paiements d'une prime d'assurance, d'après l'article 13 du Code CIMA, le principe est que vous devez payer à la conclusion la prime. Donc les mises en garantie datent du 20 mars 2024. La prime a été payée le 20 juin 2024, soit 92 jours après la mise en garantie. Donc ça rentre bien dans les 180 jours prévus par le texte pour tous les risques qui touchent l'État. Ce que je puis vous dire, cette prime a été payée avec les justificats de paiement pendant 13 mètres d'œuvre, POE, EPC et sont datés du 20 juin 2024. Donc la prime a été bien payée. Et par rapport au dossier réclamé par ARCOP, est-ce qu'ils ont été bien remis à l'agence de régulation? Je n'ai pas de nouvelles, en tout cas par rapport à l'ARCOP. Je sais qu'une fois, ils avaient demandé donc ce dossier. Et je pense qu'on avait donné des informations concernant le paiement. Le Forum des investisseurs, organisé pour le financement du nouveau plan directeur de développement intégré de l'OMVG, Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie, s'articule autour de deux objectifs principaux. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement est revenu dans son intervention sur les grandes lignes du projet. Il s'agit d'un événement extrêmement important, de haut niveau, qui, outre les panels qui seront organisés sur différents thèmes, recherchera, entre autres,
2 objectifs. D'abord, la présentation du plan directeur de développement intégré de l'OMVG et son portefeuille de projets, mais ensuite, susciter l'adhésion des partenaires techniques et financiers pour l'accompagnement des projets en vue de leur financement pour le bien-être de nos populations. Il a également évoqué la société de patrimoine du projet Énergie, Sozosar, notamment sa mise en œuvre opérationnelle annoncée le dimanche 15 juin lors de la première journée du forum. Pour notre part, en tant qu'État membre, nous avons déjà posé des actes forts et structurants, dont le dernier est l'opérationnalisation de la Sogesart, rendue effective ici même à Dakar, pas plus tard qu'hier. C'est à mon avis la preuve irréfutable que l'OMVG a pris une nouvelle trajectoire avec un leadership et une volonté politique extrêmement forte, soutenue par nos chefs d'État et de gouvernement, qui devraient nous permettre d'aller très vite à partir de maintenant. Les projets portés par l'OMVG sont, selon le ministre, hautement rentables et constituent une opportunité majeure pour les investisseurs. Le barrage de Sambangalou à lui seul devrait produire 128 mégawatts d'énergie. Mais au-delà de l'électricité, il représente aussi un potentiel important pour le développement de l'agriculture dans la région. Le coût de son financement est estimé entre 300 et 400 milliards de francs CFA. Si le Sénégal a initialement porté ce projet, il est destiné à bénéficier à l'ensemble des pays membres de l'OMVG. La nouvelle société de gestion du patrimoine énergétique est chargée d'assurer le remboursement de la dette liée à ce projet structurant. Cette session extraordinaire du Conseil des ministres de l'OMVG a réuni l'ensemble des pays membres, la République de Guinée, la Guinée-Bissau, la Gambie et le Sénégal. Tous ont répondu présents pour le lancement officiel du plan directeur de développement intégré de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie. Pancarte en main, brassard rouge au front, hommes, femmes et jeunes, tous venus des localités de Dandemayo Sud pour manifester contre l'arrêt des travaux de l'axe Navel-Damankani. Soucieux des risques liés aux inondations, le mouvement Dandemayo émergent tire la sonnette d'alarme et rappelle aux autorités ses promesses non tenues. La principale priorité, c'est de la route de Navel-Damankani. C'est ça notre principale priorité. Au-dessus, l'année dernière, on a vécu des inondations. Il y a des villages comme Béli Diallo qui se sont déplacés, jusqu'à présent n'ont pas été relogés. Le gouvernement avait annoncé un budget de 8 milliards. Jusqu'à présent, les populations de Dandemayo n'ont bénéficié d'aucun sou, quelque chose que nous déplorons. Au-delà de l'arrêt des travaux, le mouvement Dandemayo émergent s'insurge contre l'insécurité frontalière qui sévit dans la zone. Amener le gouvernement à prendre conscience à la question de la sécurité des populations du Dandemayo, située sur la frontière sénégalo-mauritanienne, en créant et en renforçant et en multipliant les bases militaires, les brigades de gendarmerie, les postes de police, les sapeurs-pompiers le long de la frontière de Navel-Damankani. Préoccupé par un hivernage qui s'annonce déjà, le mouvement Dandemayo émergent appelle les autorités à prendre des mesures idoines afin que les travaux reprennent pour le bien-être des populations. Pour les revendications pêle-mêle, c'est les augmentations. C'est la réforme hospitalière, c'est d'autres questions qui sont liées aux enseignants et au monde rural aujourd'hui. Les enseignants, c'est les décisionnaires, parce qu'au mois de juillet, en fin juillet, beaucoup d'entre eux, des centaines, peut-être des milliers, iront à la retraite sans avoir profité de cela. Et ils auront une retraite extrêmement difficile. Maintenant, pour ce qui concerne le plan d'action, le 27 juin, nous aurons un sitting national sur l'étendue du territoire de 10h à 13h. Avec le respect des urgences et du service minimum, nous porterons des brassards rouges, des foulards rouges si vous voulez, et même des t-shirts rouges à l'occasion, pour protester contre l'attitude du gouvernement. Parce que si on dépose un préavis de grève, le ministre de la fonction publique, chef de file du gouvernement en matière de négociation, doit convoquer dans les meilleurs délais, avant l'expiration des 30 jours. C'est 30 jours francs pour éviter la grève. Si on ne discute pas durant les 30 jours, c'est parce qu'on veut la confrontation. Et quand on nous cherche dans la confrontation, on y trouvera. Parce que tout ce qu'on a obtenu, on l'a eu
dans la confrontation d'Abdou Diouf passant par Abdoulaye Wade, Macky Sall, tout ce monde-là. Donc nous ne sommes pas contre le pouvoir, je répète, mais nous sommes un contre-pouvoir. Les gens aussi doivent pouvoir nous respecter et aussi respecter les engagements, parce que les accords, on les respecte. C'est des actifs, c'est des passifs. Un passif, on doit le solder. Et tant qu'on ne le solde pas, on sera dans la rue. Malheureusement, nous ne devons pas habiter la rue, parce que la grève n'est pas la finalité. C'est un moyen. La finalité, c'est un accord appliqué pour le bonheur de tout le monde. Nous ne sommes pas des ennemis. Dieu a fait que nous aimons tous le Sénégal. Même si on l'aime à des niveaux différents, ou en tout cas dans l'expression de notre affection et de notre attachement au Sénégal, nous avons peut-être des maladresses, nous avons peut-être des idéologies qui ne sont pas forcément les mêmes. Il faut accepter la diversité dans les familles. On doit pouvoir les projeter dans la société et au niveau de la nation. On peut être des frères de même père, même mère et ne pas avoir les mêmes convictions politiques, encore moins religieuses. Ça, il faut l'accepter. Donc la démocratie, c'est un espace de tolérance et de compréhension de l'autre. Ce n'est pas un espace de concurrence ou de compétition sauvage. C'est ce que j'ai voulu rappeler en me félicitant d'appartenir à un terroir qui est le terroir du président de la République. Et donc nous, on prie en tant que fils de Djegem que le fils du terroir puisse réussir la mission qui lui a été assignée. Et je dis, nous, dans notre opposition, qui est une opposition qui s'inspire de l'idéal démocratique du président Macky Sall, c'est une opposition de contribution, une opposition républicaine qui n'est pas là à dénigrer les hommes. On est une opposition sur les idées, sur les programmes et sur les orientations. On a décidé de fusionner nos forces, Maris Sakanam et Ndogu Djuker, en partenariat avec Pape Ousmane Diallo, donc, qui nous a facilité cette convention. Donc on a un plan d'action et là c'était juste une grande journée de lancement. C'est une journée de lancement pour un vaste programme dans toute la commune et l'objectif est qu'on ait une commune verte et un bon cadre de vie. Donc on est en partenariat, comme je vous ai dit, avec Pape Ousmane Diallo, avec Madame Honorable Madame Baké, Sokhna Madame Baké. Il y a le directeur général de la CNPNA qui est passé tout à l'heure, Monsieur Tamsir Nian pour la mairie, avec Monsieur Babacar Mbeng, le maire. Donc les conseils de quartier, M. Seynidien, M. Sall. Donc on remercie en général tout le quartier et les membres de l'association Ndogu Djuker et tous les membres de l'association Maris Sakaram. Comme vous le savez, les plantes ou les arbres ont une contribution dans notre vie parce que ce sont les plantes qui nous procurent de l'oxygène. Et la remarque, elle est amère. On a vu que la région de Dakar, qu'on appelait Cap-Vert, est passée de Cap-Vert à Cap-Béton. Nous, habitants de cette région, nous avons l'obligation quand même de planter beaucoup d'arbres pour la survie. Je pense qu'on en a parlé. Si on parrainait à chaque plante une personne, je pense ce qui reste, c'est de prendre soin de ces plantes. Parce que si on les laisse en rade sans les arroser, c'est sûr qu'elles vont mourir. Donc c'est pour cela, je pense que les habitants de Maris en Bel-Air doivent s'organiser davantage, arroser le maximum et dédier ces plantes à des personnes, ce qui permettra quand même un bon suivi.